Yofi, le lait végétal d'excellence, bon pour la planète et bon pour les animaux. Impact Business, une émission préparée et animée par Fabienne Lissac. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Impact Business. L'impact investing, c'est une pratique relativement récente, évoquée pour la première fois en 2007 par la fondation Rockefeller. Elle s'inscrit dans la perspective de l'ISR, l'investissement socialement responsable. En bref, ça couvre les investissements faits dans les entreprises, les organisations, les fonds avec l'intention de générer des impacts environnementaux et sociaux en même temps qu'un rendement financier. Eh bien oui, c'est possible d'être vertueux, d'y aspirer et de chercher à optimiser son portefeuille. Alors comment faire progresser les pratiques durables responsables? Comment avoir de l'impact alors qu'il y a tant de choses à changer sur Terre? Cette émission vous fait découvrir des solutions qui rendent la planète et le business plus profitables et votre quotidien plus responsable. Ici, on aime les personnes qui sont passionnées par cette finalité. C'est le cas de Julien Cohen. Tout de suite, le grand entretien avec Julien Cohen. Bienvenue dans la séquence La Grande Interview. J'ai le plaisir de recevoir Julien Cohen, passionné d'antiquité. C'est un homme d'affaires qui a ouvert sa première boutique d'antiquité en 2016, puis en a racheté d'autres. Il est devenu l'un des plus gros vendeurs d'épuces de Saint-Ouen. Et il est un petit peu touche à tout. Bonjour Julien Cohen. Bonjour Fabienne. Et c'est formidable parce que vous êtes un entrepreneur né. Et ça m'a beaucoup étonné quand vous m'avez dit que en fait, je viens de la campagne. C'est-à-dire on vous voit très à l'aise sur tout terrain. Mais vous, finalement, racontez-nous votre parcours. Eh bien, moi, je suis né à la campagne dans un petit village d'Eure-et-Loir parce que mes parents étaient des entrepreneurs et ils avaient fixé leur usine dans un village qui s'appelle Frétigny, au fin fond du trou du cul du monde. Et puis voilà, donc tous les week-ends à la campagne, toutes les vacances à l'usine à travailler. Il y avait 600 salariés là-dedans. Et puis du coup, voilà, ça m'a donné le goût de l'herbe, des vaches. C'est bizarre parce qu'on a l'impression que vous avez l'envie, plutôt le goût de croquer la vie, le monde à pleines dents. Alors, je croque encore le monde à pleines dents dans les grandes métropoles. J'ai fait Paris-New York pendant assez longtemps sur des startups dans le milieu d'Internet. J'habite Paris, bien évidemment, mais j'habite Paris aujourd'hui plus que 2 à 3 jours par semaine. Le reste du temps, je suis en province. Alors, vous me dites, moi, ce que j'aime, c'est que l'armée, ça a été une expérience intéressante parce que tout le monde est mélangé. Vous avez un petit peu cette nostalgie où on est un petit peu trop compartimenté dans notre société. Alors, l'armée, effectivement, ça vous apprend beaucoup de choses. Bon, certes, c'est une armée de bisounours. On est en France, c'est pas Israël. Mais ça vous apprend à travailler avec les autres. Et travailler avec les autres, travailler avec des gens qui n'ont jamais pris le train, par exemple, il faut construire ensemble et arriver à un but ensemble. Et puis, je me suis rendu compte qu'à l'armée, en jouant d'intelligence, on arrive à faire beaucoup de choses avec les autres. C'est un peu comme ça que vous avez appris votre rôle de manager avec des compétences, des personnalités différentes. Vous m'avez dit, on est tous dans le même bateau, quoi. Effectivement, construire une entreprise, c'est d'abord construire une équipe, et sans équipe, il n'y a rien, il n'y a pas de business, sauf à ce que vous soyez cordonnier tout seul dans une boutique. Mais sinon, vous avez besoin des autres pour progresser, pour apprendre, et c'est comme ça qu'on construit des belles sociétés. Aujourd'hui, votre bateau, il compte au moins 60 personnes. Je parle des maisons des voyageurs. Parlez-nous de ce projet. C'est plus un projet, c'est votre business. Alors, c'est le business du moment, parce que le business, il y en a quand même plusieurs. On va y venir. Moi, j'ai une grosse boîte de transport où on a compté jusqu'à 250 salariés, qui était cotée en bourse jusqu'à l'année dernière, et qui a maintenant 35 ans. Après, on a fait effectivement de la brocante, et c'est toujours d'actualité. On a une vingtaine de personnes là-dessus, on a 8 boutiques. Et puis effectivement, les maisons des voyageurs, c'est un peu la suite des maisons des brocanteurs. Les maisons des brocanteurs, c'est j'achète des monuments historiques et on les transforme en marché couvert d'antiquaires. Les maisons des voyageurs, c'est j'achète de très beaux bâtiments
historiques pour la plupart. Et soit c'était déjà des hôtels, et tant mieux, soit on les transforme en hôtels. Ça sera le cas sur Châteaudun et Langres. Je reviens sur la maison des brocanteurs. Vous pouvez nous donner un exemple d'une de ces opérations réussies où vous embellissez, rehaussez la valeur du patrimoine tout en créant de l'activité? Eh bien, en Eure-et-Loire, donc sur mes terres natales, entre guillemets, à 40 km de ce petit village de Frétigny, il y a Châteaudun, et on avait l'ancien Hôtel-Dieu qui était complètement à l'abandon depuis 50 ans, ça fait 5000 m², et on a transformé ça en marché couvert sur la partie rez-de-chaussée, et au premier, deuxième étage, on fait des appartements en partenariat avec un gros promoteur. Ça a à voir avec la démarche de Stéphane Bern ou pas tout à fait? Rien à voir, parce que Stéphane Bern, c'est pas son pognon. Stéphane Bern, c'est monsieur monument historique, mais c'est le loto du patrimoine. Voilà, parce qu'il a été choisi pour le faire, mais on aurait pu choisir Coluche, ça aurait été exactement la même chose. Vous savez, un humour différent, on va dire. Un humour différent, oui. Ça aurait été sympa avec Coluche, hein. Ça aurait été très sympa quand même. J'aime bien Stéphane, mais voilà, moi je le fais avec mon argent, je prends mes risques et je demande pas de subvention, donc on est en risque maximum. Et ça marche. Alors c'est un groupe que vous constituez avec différentes activités diversifiées? Eh bien, c'est quoi votre objectif? Pour être très simple, c'est vous avez 1500 m² et vous mettez à l'intérieur une quinzaine de brocanteurs qui dressent des stands de 30, 50, 100 mètres pour certains. Parce qu'il faut savoir que le métier de brocanteur est un métier en perdition. Il y a encore une trentaine d'années, vous passiez dans n'importe quel village de France et vous aviez un ou deux petits brocanteurs qui se tiraient la bourre. Eh bien, aujourd'hui, vous passez dans ces villages, ils sont déserts et puis il n'y a plus de brocanteurs. Donc, soit on les regroupe pour créer, entre guillemets, une dynamique et puis on leur donne une nouvelle charte comportementale, et puis on s'associe à mon image, parce que moi je suis une bonne locomotive sur ce business de la brocante. J'ai fait 1600 émissions d'affaires conclues, donc tout le monde me connaît. Et donc les gens viennent aussi pour voir Julien, et tous les brocanteurs en bénéficient. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la brocante? C'est chacun trouve à son goût, chacun... La brocante, elle raconte 1000 histoires pour le même objet. C'est tout simple. Vous avez deux brocanteurs qui vont vous vendre le même objet, pas au même prix, avec deux histoires différentes. Et pourtant, en soi, c'est juste peut-être un broc en cuivre, une assiette, un meuble. Voilà, c'est l'art de raconter l'objet, l'art de transmettre aussi, bien évidemment, parce qu'on est le modèle opposé à Ikea. Hein. Nous, nos meubles, ils durent 100 ans, 200 ans. Voilà. Ils ont appartenu à vos grands-parents. Ils ont vécu des histoires quelquefois incroyables. Il y a des histoires sur des tableaux qui sont ressortis après cette malheureuse guerre qui nous a coûté 6 millions de morts et que l'on voit réapparaître dans certains musées alors qu'ils étaient dans des appartements de bourgeois juifs. Alors j'imagine dans votre réseau les maisons des voyageurs, on doit voir des beaux ouvrages de brocante, belles pièces. Racontez-nous, là, donc si on va à Avallon, par exemple. Qu'est-ce qu'on trouve? C'est une hôtellerie, un hôtel comme les autres? Tout à fait. À Avallon, vous allez à l'hôtel de la Poste. C'est 300 ans d'histoire. Il a vu défiler Winston Churchill, Elisabeth II, Picasso, Dali, Lacan. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a de spécial qu'Avallon était sur la route de Paris pour aller à Cannes, par exemple, et qu'en 1972, l'autoroute est arrivée. Mais avant 72, tous les grands de ce monde qui allaient dans le sud s'arrêtaient à Avallon, cette petite ville-étape. Et ce bâtiment est un monument classé, donc l'intégralité du bâtiment est classée. Il a été abandonné il y a 10 ans. On a tout refait du sol au plafond. On y a greffé un chef que j'aimerais voir étoilé à un moment ou à un autre. Comment s'appelle-t-il? Héritage Persan, il est mauricien. Et il est extrêmement doué. Et quel type de cuisine on trouve? Cuisine très très contemporaine française, mais avec c'est pas de la fusion? Non, pas du tout. On mange très bien et voilà, c'est de la gastro, c'est de la haute gastro. Mais il y a rien de bizarre là-dedans. On y mange très très bien et on sort rassasié. C'est surtout ça que je voulais. Et puis tout le décor de l'hôtel est à vendre. Donc si vous avez envie d'acheter les assiettes, les couteaux, le lustre ou un tableau ou un miroir, eh bien vous pouvez repartir avec. Ah oui, ça c'est assez rare. Alors, vous avez également fait, dans vos faits d'armes, il faut citer votre participation à l'émission The Island. Et donc, on a un survivant sur le plateau. Parce que franchement, cette émission, il faut se la faire. Il faut être capable de rester d'abord. Hein. Écoutez, on était 10, on a terminé à 6. C'était intense, dangereux. Vous avez fait un entraînement avant d'aller à l'émission? Pas du tout, mais absolument pas, parce que ça ne nous a pas été vendu comme ça. Ça nous a été vendu comme un petit Koh-Lanta.
Donc Koh-Lanta, il y a de la bouffe tous les soirs. Ils ont leur sac de riz. Ils ont un puits avec de l'eau. Voilà, on nous a dit que puis c'était 10 jours et puis c'était en itinérance. Ils ont vendu l'itinérance comme quelque chose d'assez facile. Eh bien non, l'itinérance dans la jungle, vous avez face à vous un mur végétal où vous ne voyez pas à 3 mètres plus loin, des piquants partout, des scorpions, des scolopendres, des serpents, une chaleur de 45 degrés. Et puis, vous n'êtes pas avec une équipe facile à manager parce que vous avez 10 égos surdimensionnés, c'était 10 personnalités. Et ils ne s'attendaient peut-être pas à être managés non plus. À la base, vous savez, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous mettez 50 communistes durs dans une pièce. Au bout de 4 heures, il y aura peut-être un dirigeant qui va sortir de ces 50 parce qu'il faut toujours diriger. Et si on met 50 capitalistes? Eh bien, il y en aura un qui va sortir. Je sais pas ce que viennent faire les communistes là-dedans. Parce que c'était les plus durs à manager, entre guillemets. Mais voilà, il fallait un capitaine dans cette équipe, et puis la place était libre. Je l'ai prise naturellement, entre guillemets. Et puis je me suis fait 2 copains, Sidney Govou et Pierre-Ambroise Boss, qui sont les 2 plus gros sportifs de l'équipe. Et ça reste mes amis aujourd'hui. Voilà. Et vous m'avez dit, alors on se demande pourquoi vous avez fait ça. Vous êtes déjà un business, arriver à être le performant dans le marché, gérer des hôtels à 200 km, croître les brocantes, c'est déjà un défi. Mais vous voulez de l'adrénaline. Je comprends, c'est pour ça que vous participez à Impact Business quand on veut de l'adrénaline, bien évidemment. Qu'est-ce qui vous fait courir, Julien ? C'est effectivement l'adrénaline. J'ai tendance à vouloir me donner quelques palpitations supplémentaires par rapport à notre vie, même si la vie d'un entrepreneur, elle est intense. Mais faire ce qu'on a fait là-bas, c'est unique. Vous avez failli mourir, non ? J'étais pas très bien. Pas très bien. Je pense que 3 jours de plus, je sortais sur un brancard. Combien de kilos perdus, là ? J'ai perdu 6 kilos en 10 jours. C'est efficace, hein ? C'est très, très efficace, oui. Que j'ai repris depuis, mais c'était efficace. Alors, nouveau défi, qu'est-ce que j'imagine, un homme comme vous, en 2025, il y a bien des ambitions encore. Écoutez, on a fait 3 hôtels en un an. On va essayer d'agrandir un petit peu ce portefeuille d'hôtels, donc à la recherche de très beaux bâtiments, à la recherche de belles aventures, toujours dans cette belle région, la Bourgogne, et puis on va progressivement élargir la Bourgogne pour aller un peu plus loin, mais on a déjà pas mal de choses à faire. Donc vous, Impact Business, c'est vous qui impactez le monde, quoi, ou vous impactez votre vie en tout cas. Mon petit monde, Fabienne. Il y a des entrepreneurs qui valent aussi beaucoup le détour, et on en a beaucoup en France et beaucoup à l'étranger, et surtout dans notre pays, en Israël, où on a quand même des génies de la tech. Il faut savoir que 30% Alors notre pays, c'est la France, mais on est très attaché à Israël. 30% des boîtes du Nasdaq, c'est des boîtes israéliennes. Donc les mecs ont oublié d'être cons là-bas. Et c'est pour ça que je reste ici, parce qu'on dit souvent... Il y a intérêt quand même. On dit souvent que pour être millionnaire en Israël, quand on est immigré, il faut arriver milliardaire. Vous voyez, je vous dis, ils sont très très intelligents là-bas. Ma famille habite là-bas. Très bien. Et ben voilà, si vous voulez un peu de patrimoine, du zeste, de culture, de brocante, de gastronomie et d'adrénaline, il faut aller dans les maisons des voyageurs de ce cher Julien Cohen, qui est régulièrement sur les grandes chaînes nationales et bien sûr qui devait d'être à RCJ. Merci Julien Cohen d'avoir été l'invité d'Impact Business. Merci Fabienne. On ouvre la séquence Start-up. Bienvenue, Benjamin Bloom-Boukobza. Bonjour. Salut Fabienne. Alors, je vous appelle l'entrepreneur au petit pois. Ça me fait penser à ce conte de fées, la princesse au petit pois chiche. On va parler alimentation, en effet. C'est incroyable. À 8 ans, vous avez arrêté le poisson. À 18 ans, vous êtes devenu végétarien. À 28 ans, vous avez arrêté le fromage. Bref, vous avez décidé d'être vegan. Là, il y a une conviction ancrée que vous avez chevillée au corps. Hein. Oui, une conviction très forte. Et je suis attaché à la condition animale depuis tout jeune, très proche des animaux. J'ai grandi avec des animaux. Et du coup, j'ai décidé d'aligner mes valeurs avec mon mode de vie. Et je suis devenu vegan maintenant il y a 7 ans. Alors, avec tout ce que vous avez arrêté, à 38 ans, je ne sais pas ce que vous allez arrêter encore, hein, parce que je vois qu'il y a des étapes supérieures. Vous mangez quand même un petit peu à votre faim, hein, ça va ? Oui, non, ça va. J'ai l'air en forme, non ? Alors, la cause animale, c'est vrai que c'est devenu un véritable enjeu sociétal. Hein, on est de plus en plus sensible au sort réservé aux animaux pour faire changer les choses durablement. L'éveil des consciences, ça passe par quoi, hein ? C'est la législation, par des habitudes alimentaires qu'il faut changer ? Oui, par des habitudes alimentaires. Et c'est ce que j'essaie de faire avec ma marque, parce que des habitudes quotidiennes comme consommer du lait animal ont un impact
vraiment puissant sur l'environnement, sur la condition animale et même sur notre santé pour les gens qui sont allergiques ou intolérants. Donc je pense que ça passe par des petits changements de nos habitudes et qui au final auront un grand impact sur le monde. Alors, votre start-up Yofi, en 2022, vous avez lancé le premier lait fait à base de pois chiches. C'était une première en Europe, hein. Oui, on était les premiers à le faire. Et honnêtement, c'était super bon et très protéiné, très bon pour le corps. Et on pense qu'on va le relancer d'ici la fin d'année. C'était un peu tôt en 2022 pour faire connaître le marché du pois chiche, mais il y a un fort potentiel là-dessus. En fait, vous vous adressez à plein de monde. Il y a des gens qui digèrent mal. Racontez-nous les cibles. Oui, la cible, elle est assez Qui digèrent large. mal le lait, je voulais dire. Oui, exactement. Parce qu'en fait, c'est pas très naturel de boire le lait d'un autre mammifère. On est le seul mammifère à consommer le lait d'un autre mammifère, donc le lait de vache. Et du coup, notre corps le digère pas très bien. Donc il y a une grande partie de la population qui est intolérante ou allergique au lait. Euh, Il me semblait que Ouais. quand même, il y a une grande teneur en calcium, hein. Je me fais l'avocat du diable, l'avocat du lait, que ça apporte, c'est une source de phosphore, le lait. Vous dites, on peut manger On différemment, peut manger remplacer tout ça. différemment. Il y a plein d'alternatives au calcium, dans les algues notamment. Enfin, il y a plein d'alternatives dans la spiruline. Et on n'a pas besoin de lait animal pour être en forme. Et j'ai jamais eu de fracture encore, malgré le fait que j'en consomme plus et que j'en ai pas consommé beaucoup. Donc des alternatives existent. Et oui, selon l'ANS, il y a plus de 50% de la population en France qui est intolérante ou allergique au lactose. Donc il y a des problèmes de digestion. Donc c'est bien d'avoir des alternatives. En France, il y a beaucoup de véganes, hein, en regard international dans cette émission. On en est où? Non, en France, la population végétalienne, donc il y a une alimentation végétale, c'est estimé à peu près à 2%. Donc c'est pas très élevé par rapport à nos voisins européens ou par rapport aux États-Unis. Ils en sont où? Vous avez des chiffres? Oui, en Allemagne, c'est beaucoup plus élevé. On est plus autour des 15%. Royaume-Uni, pareil. Et États-Unis, autour de 10%. Et un des marchés leaders sur le marché mondial, c'est Israël, où il y a une population végane vraiment très importante et l'alimentation végétale est très développée. C'est vrai que les vaches sont déjà au cœur de pas mal de problématiques environnementales. On connaît le problème de méthanisation. Donc, si vous adressez ce sujet, c'est que vous pensez également que l'industrie animale, l'élevage, etc., les pratiques sont pas tout à fait éthiques. Vous me disiez ça en préparant, vous pouvez développer? Oui, c'est ce que j'ai appris plus tard, parce que j'étais déjà très concerné par la condition animale, parce que j'avais arrêté de consommer de la viande. Et en fait, j'ai appris que la consommation de lait était considérée même comme plus cruelle que la production de viande, parce que pour avoir du lait, bah, c'est comme pour nous, les vaches doivent avoir des veaux pour pouvoir donner du lait. Et qu'en fait, le producteur doit choisir le lait à qui le donner, soit le vendre ou soit le donner aux veaux. Donc évidemment, la solution économique est privilégiée. Et du coup, on retire le veau de sa mère assez jeune. Et, et le lien, que ce soit un animal ou un être humain, le lien d'une mère avec son bébé est fort. Et du coup, ça provoque des traumatismes chez les animaux aussi. Il y a plein de vidéos qui le prouvent, c'est des recherches scientifiques. Donc c'est une vie d'exploitation pour notre consommation personnelle, alors que des alternatives existent. Allez, on parle de votre produit un petit peu plus, lait aux pois chiches. Vous nous ferez goûter, j'espère. Et puis, votre nouvelle gamme, parce que ça y est, vous êtes passé à encore une diversification. Racontez-nous. Oui, donc du coup, ça fait 1 an maintenant que j'ai lancé une gamme dite barista, donc qui est vraiment spécialisée dans les marchés des coffee shops, des restaurants, des hôtels. Et la différence du lait barista par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, c'est que ça procure une super mousse pour faire des lattés. Aujourd'hui, le latte art, c'est à la mode d'avoir son petit cœur dans son cappuccino. Et le fait que le goût ne masque pas trop les arômes de la boisson, du café ou du matcha, pour qu'on puisse bien ressentir le goût de la boisson. C'est sur ça qu'on a travaillé. Il y a eu pas mal de recherche et développement. Ça a pris du temps à pouvoir sortir la gamme. Et aujourd'hui, on a une gamme complète, très performante. Donc avec de l'amande, de l'avoine, du coco. Et on a même une version bio et sans gluten sur l'avoine. Alors, si on veut se fournir, on peut se trouver où? Alors là, on vient de rentrer cette semaine dans environ 30 magasins sur Paris. Donc la liste est disponible sur le site internet de Yofi. Et sinon, dans pas mal de coffee shops, on peut commander du lait végétal Yofi Bon, vous êtes modeste, vous n'osez pas le dire. Moi, je le dis pour vous, vous êtes entré à la grande épicerie, hein, c'est ça? aussi. Au bon marché. C'est vrai. D'accord. Et l'autre marque, c'est Epic. Où est-ce que ça se trouve? Faut aider un Oui. petit peu nos auditeurs. Oui, Epic, il y a 2 magasins, c'est des épiceries fines. Il y en a un rue Mabillon et un au Palais des Congrès.
porte-maillot. Alors, on vous voit sillonner tous les salons, hein. Vous étiez au CIRA, rendez-vous des professionnels du food service de l'hospitalité. Comment c'est accueilli? Et puis quelles sont vos ambitions maintenant? Oui, non, j'ai vraiment des très bons retours, que ça soit sur la marque, parce que ça change des gros acteurs industriels qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Donc on apporte de l'innovation et en termes de qualité, ça plaît beaucoup, que ça soit la texture chez les professionnels et les particuliers qui l'apprécient et le goût qui est vraiment très bon. Donc vraiment des bons retours sur le CIRA. Pour le moment disponible à Paris, ça peut intéresser les marchés étrangers? On faisait une incursion en disant que dans les autres pays, il y a une appétence déjà, importante. Oui, moi j'aimerais bien me développer, assez rapidement sur d'autres pays, sur d'autres marchés. Aujourd'hui, on a vendu, nos premiers laits, en Irlande aussi et en Belgique, mais à court terme, j'aimerais développer la marque sur le marché, anglais et en Israël aussi assez rapidement. Alors, des boissons, végétales, d'autres y avaient pensé. Comment se différencie Yofi Oui. précisément? Bah, c'est vrai que sur le marché du lait végétal, il y a pas mal de marques, il y a pas mal de produits, de diversité. Mais nous, on se différencie vraiment là sur cette gamme avec le côté moussant, d'avoir une super mousse. Même à la maison, si on le fait avec son mousseur Nespresso ou avec son fouet, ça marche super bien. Et un goût vraiment différenciant par rapport à ce qui existe sur le marché. Donc c'est vraiment des produits de haute qualité, très performants. Alors, on a sur le plateau un financier, hors pair. On va le présenter et aller un petit peu plus, en détail tout à l'heure. Olivier Lévy, bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous, président de Lévy Capital Partners. Bah, des startups, hein, des sociétés sur lesquelles investir, vous en avez vu des milliers. L'idée, elle est originale. Là, qu'est-ce que ça suscite chez vous comme réaction? Bah, disons que c'est très différenciant par rapport à ce qui se fait et qu'il y a un besoin prégnant qu'on reconnaît. Le consommateur cherche quelque chose, là aussi, de bon pour sa santé et veut faire un achat plaisir aussi parce que les baristas, les coffee shops, etc., vivre une expérience, les gens sont prêts à payer le prix pour cette expérience-là. Donc, on reconnaît, après, j'ai pas étudié le business model de très près, mais je Bien pense sûr. que il faut aussi investir dans les hommes et les femmes qui ont une expérience. Donc, le fondateur de Yofi lui-même a déjà screené beaucoup de startups par le passé. Donc, il a aussi vu ce qu'étaient les échecs, des succès, et donc je lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite. C'est vrai qu'on sent la passion, hein. Je le présente pour nos auditeurs. Benjamin a un passé du financier dans la plus grande banque privée. Et donc, bah, au-delà de l'idée, au-delà du plaisir et de ce souci de la cause animale, on peut imaginer que le business plan, il est solide et que vous avez bien étudié le marché. Alors, vous n'avez pas Georges Clooney, hein, comme d'autres marques peu connues, mais il y a un beau jeune homme quand même qu'on voit sur la brique, si ça apparaît sur celle-là. Alors bon, ça vous ressemble franchement, hein, et ça donne envie d'acheter, hein. Non, c'est vrai que c'est moi. Ça, c'est la petite touche personnelle. Alors, un petit mot pour comprendre le cheminement. Ouais. C'est bien, avant d'être entrepreneur, de regarder comment ça se passe, soit dans les grandes banques, comment on analyse les dossiers, et même de travailler dans une entreprise un petit peu plus grande pour voir les process, etc. Oui, franchement, je suis vraiment reconnaissant de ce parcours en banque et en finance que j'ai eu, parce que ça a été très formateur justement sur toute la partie business plan. J'ai réussi aussi à lever des fonds parce que je comprends le langage des investisseurs. Et c'est super d'avoir de beaux projets et de la passion et de la motivation. Honnêtement, à la fin de la journée, l'argent, ça reste quand même le nerf de la guerre. Et pour développer un tel projet, on a aussi besoin de moyens financiers. Donc, Prochaine levée de fonds, ça viendra encore en 2025. oui, d'ici la fin d'année, on va sûrement refaire une levée de fonds pour accélérer justement sur la partie commerciale et pouvoir développer le projet sur d'autres pays. Et puis le pois chiche, on en a parlé au début. Il peut y avoir le retour du pois chiche, ou je me trompe? Je pense qu'il y aura le retour du pois chiche. Sûrement. Dans une nouvelle gamme. Allez, Protéines. on en garde pour une prochaine émission. Merci beaucoup, Benjamin Blum Bukovza, d'avoir été notre invité. Yofi, un mot magnifique, c'est beau, hein. C'est beau, des belles entreprises, des beaux projets qu'on va bien sûr goûter très bientôt. On a compris qu'on peut le trouver notamment à la Grande Épicerie. Merci d'avoir Merci été beaucoup pour notre l'invitation. invité. Merci. Le chiffre du mois, eh bien le chiffre du mois, c'est 33. Qu'est-ce que c'est 33? Bah, je vais vous le dire, il s'agit du pays où on est le plus heureux. C'est ça dont je vais vous parler. C'est où, Benjamin, d'après vous, le pays où on est le plus heureux? Une petite idée? Pas facile, hein? Olivier? Pas en France. Scandinavie?
Scandinavie, on se rapproche effectivement, on est dans la bonne zone. Un essai? Danemark? Il a tout essayé. Pour la 8e année consécutive, la Finlande a réussi à se classer à la première place des pays où les gens sont les plus heureux de la planète selon le rapport mondial sur le bonheur. Hein. C'est un rapport qui est fait le jour mondial du bonheur. Je ne savais pas qu'il y avait une journée du bonheur. C'est le 20 mars. J'espère que vous ne l'avez pas raté, que vous avez été bien heureux ce jour-là et que vous allez être encore heureux dans les jours qui viennent. Si vous avez raison, Olivier, les pays nordiques sont souvent en tête. Ils se retrouvent en tête en raison de leurs systèmes sociaux de santé ainsi que de la mentalité de leurs habitants. Ce sont des individus, dit le rapport, qui se soucient des personnes avec lesquels ils vivent. Alors, Israël a été rétrogradé de 3 places, on en parlait il y a un instant dans le classement, se situant tout de même à la 8e place en 2025, du fait de cette attaque du Hamas qui a provoqué tant de pertes, bien évidemment, très difficile, une année très difficile. Quant à la France, elle pointe à la 33e place du classement des pays où on est heureux. C'est incroyable. On a eu les JO, on a connu cette euphorie. Eh ben non, est-ce que c'est la culture de la grève, des réclamations, des plaintes? C'est dingue parce qu'on a l'air d'être pas si heureux que ça. Pourtant, on a la balade des gens heureux. Sentez là avec moi, Benjamin. La balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page. Tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable. La balade. Avec nous, la régie Daniel, merci. Et oui, c'est une chanson agréable quand on parle d'économie. On a le droit de sourire et de chanter. On en parle tout de suite avec Olivier. Olivier Lévy, je le disais, bienvenue dans notre émission. Vous êtes le président de Lévy Capital Partners, gestionnaire de patrimoine, expert en encadrement des risques. Bienvenue. Merci. Alors, pas facile d'être heureux dans le contexte quand même quand on est un financier en ce moment. Ce sont les traders qui le disent, hein, c'est la première fois qu'on fait face à un choc auto-infligé d'une telle portée. Ça défie la logique. Bien sûr, on fait allusion aux diktats, aux décisions, aux volte-face de Donald Trump. Qu'un président des États-Unis, nation libérale s'il en est, provoque une crise financière, c'est assez inédit et déstabilisant. Hein. Oui, clairement, là, on se trouve dans un nouveau monde et il y a une nouvelle gouvernance qui nous impose un nouveau régime. Donc ce régime sera différent de tout ce qu'on a connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça va être compliqué d'aborder la démondialisation, la dédollarisation, puisqu'il semble que le dollar soit plus forcément monnaie de réserve, que beaucoup de banques centrales achètent autre chose que du dollar, notamment les Chinois, les Russes et autres. Donc on n'oublie pas le contexte aussi de guerre commerciale qui vient d'être initiée, rajouté à une guerre militaire qu'on connaît sur le sol européen. Donc c'est un cocktail assez explosif, mais pour lequel on est très prêt, nous, chez nous, sans préjuger de rien. On est assez lucide. On a suffisamment d'airbags et de parachutes pour le compte de nos clients qui font qu'on va espérer même peut-être profiter, puisque l'idée chez nous, c'est d'abord de protéger. On sanctuarise le patrimoine de nos clients avant de le développer. On va venir dans un instant aux solutions. On essaye de décrypter ce contexte absolument inédit. Donald Trump s'est dit sûr à 100% qu'il y aura un accord entre l'Union européenne et les États-Unis au sujet des droits de douane, assurant qu'il va faire un très bon accord avec la Chine. Bon, je dis ça au jour de l'enregistrement, hein, ça change chaque jour. De cette guerre froide, qu'est-ce que vous en pensez, qui est devenue une guerre chaude, hein, maintenant, là, vraiment, la violence des rapports de force. Nous, pauvres Européens, qu'est-ce qu'on se dit? Il faut miser, investir, que d'un côté, où l'Europe va voir déferler les produits asiatiques qui ne trouvent plus, qui n'arrivent plus à rentrer, à traverser les frontières américaines? Bon, je dirais que c'est le plus grand test pour l'Europe quant à sa crédibilité. Et donc, on va voir peut-être une Europe parler d'une seule voix. J'en doute pour le moment, puisque là, ça va être très compliqué d'être solidaire avec des pays riches d'un côté et des pays pauvres de l'autre. Je pense à la France, qui a un endettement et un poids de la dette et qui tarde à se restructurer, alors que les Allemands, ça y est, sont mis en ordre de marche. Réorganisation, plan de réarmement, plan de relance dans les infrastructures. Donc, une Europe, oui, mais encore faut-il savoir si elle va être soudée et si la famille européenne survivra ou non. Et derrière la famille européenne, il y a l'euro.
puisqu'en fait, c'est l'euro qui nous réunit à ce jour, plus que les réglementations fiscales, sociales et autres, qui sont très disparates en Europe. On va venir aux monnaies. Pas plus tard que cette semaine, Bernard Arnault, PDG de LVMH, grand groupe français-européen s'il en est, a résumé la situation. L'Europe n'est pas dirigée par un pouvoir politique, mais par un pouvoir bureaucratique. Hein. Vous dites, on va voir si l'Europe est capable de réagir. Est-ce que c'est pas ça la donnée, redonner les rênes, un petit peu plus de marge à ceux qui font la croissance, le business, même si bien sûr il faut être réglementé, on a besoin de cadres, mais elle avait peut-être pris un petit peu trop de place. Oui, tout à fait. Les États-Unis d'Amérique, qui restent la première puissance économique, nous imposent cette déréglementation. Donc, on va voir si le millefeuille européen va pouvoir se rétrécir, cette bureaucratie se restructurer, se réinventer. J'en doute fortement au stade où l'on en est, puisqu'elle va, selon nous être imposée soit par nos amis européens, soit par l'extérieur. Faut pas oublier qu'il y a des pays qui, comme l'Italie, la France, sont extraordinairement endettés. Que encore récemment, une agence de notation qui devait donner la note sur la France ne l'a pas fait. C'est une première. Ouais, donc qu'est-ce qu'il se passe maintenant, on est dans un monde où le flou artistique règne, et pas que dans les chaînes d'approvisionnement entre la Chine et l'Europe. Donc on a à se mettre d'accord sur notre identité et de savoir quelle feuille de route on souhaite tous en tant qu'Européens. Est-ce que vous, les clients, alors vous appellent, j'imagine, essayent de comprendre ce qui se passe. Vous avez là un rôle incroyable d'analyse, de conseil. Vous faites quoi? Vous faites d'abord un diagnostic avec ces family office, tous ces clients que vous suivez? Alors, nos clients, on est hommes et femmes de confiance pour ces familles qui sont entrepreneurs, professions libérales, et qui cherchent chez nous non pas des vendeurs de produits qu'ils retrouvent chez les banques, puisque les banques distribuent majoritairement des produits, mais cherchent d'abord du conseil pour protéger leurs avoirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se poser les bonnes questions, ça veut dire faire un état des lieux, être force de préconisation, dans ce monde où nous, on a toujours fait le choix de la prime à la liquidité, d'être trop en immobilier, trop en private equity, trop en produits structurés, trop dans des fonds pas liquides. Ça pose un sujet, parce que de l'exceptionnel dans la vie, il y en a toujours. Donc, et pas que quand on divorce ou quand il y a un décès, mais quand il faut faire face justement à des tempêtes boursières comme ça, on sait là aussi diagnostiquer et faire des états de lieux qui permettent justement de naviguer dans de très bonnes conditions. Et donc, on est très liquide pour le compte de nos clients ces jours-ci. Et donc, on va essayer même de saisir certaines opportunités qui s'ouvrent à nous dans un contexte où là aussi, c'est très chahuté par les politiques qui se mêlent justement au marché financier. Mais les plus forts de tout cela, ça reste les marchés financiers. C'est vrai que ça fait des années qu'on dit l'immobilier, voilà, il n'y a que ça de vrai. Vers quelle classe d'actifs on se tourne? Petite incursion, Benjamin, ces sujets vous sont familiers également. Vous aussi, vous êtes déboussolé, vous qui en avez vu beaucoup sur la finance et qui suivez ça. Vous dites, écoutez, l'immobilier, il y a eu un temps, mais on passe à autre chose. Quelle est votre approche aujourd'hui? Non, je rejoins l'avis de Monsieur Lévy sur le fait qu'il faut surtout avoir des avoirs assez liquides aujourd'hui. Et l'immobilier aujourd'hui assez haut sur le marché parisien en tout cas. Donc sûrement qu'il y a des opportunités à voir au cas par cas, mais plutôt à privilégier les actifs liquides. Ouais, je suis pas étonné que l'entrepreneur des boissons nous parle de liquide. Olivier, alors qu'est-ce qu'on fait? On se dirige vers quels actifs aujourd'hui? Alors déjà, vous parliez de l'immobilier, il y a les immobiliers, il y a la résidence principale, d'accord, c'est du bien-être, et puis il y a l'investissement locatif. Donc il faut savoir si on est un rentier à l'anglo-saxonne, et on cherche simplement de la rente, et on va chercher de la dette pour aller justement avoir des bons taux de rentabilité économique, savoir si on veut pas avoir de l'immobilier de jouissance, laisser un château, laisser une résidence secondaire à ses enfants, un chalet, etc. Donc à part l'immobilier, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire? L'immobilier est toujours une part prépondérante du patrimoine des Français, puisque ça a été assez incitatif, ça a été un effet de richesse hors norme sur les 50 dernières années en France. Comme je vous l'ai dit, il y a des immobiliers, donc il ne faut pas ignorer les résidences étudiantes, les entrepôts, la logistique, l'immobilier de santé qui va connaître un boom extraordinaire avec la silver economy parce que l'Europe vieillit. Et donc nous, on a nos poches d'immobilier très bien encadrées, mais on en est sorti. On a réduit la voilure en immobilier ces 3 dernières années pour être cash aujourd'hui et pour justement saisir des opportunités en bourse. Parce que ça vous a pas échappé, mais jusqu'à il y a encore peu, les taux d'intérêt étaient très élevés. Donc, il était très intéressant d'aller acheter des obligations. Mais pas des obligations d'État,
des obligations d'entreprise qui donnent des rendements bien plus importants que les États et qui sont souvent beaucoup mieux gérés, moins endettés que certains États que je ne citerai pas ici autour de la table. Mais donc des obligations et évidemment des actions, puisqu'en plus d'aller chercher des coupons au travers des obligations, vous pouvez aller chercher des actions qui vous donnent des dividendes ou qui, parce que fortement dépréciés ou survendus, représentent un intérêt pour vous en termes de détention sur les premières années, les années qui viennent et qui vont contenir effectivement une réappréciation du stock. On parle dans l'émission d'IA, c'est une constante. J'ai rencontré la patronne de One Ragtime, un grand fonds, Stéphanie Hospital. Il y a à ses côtés Jean-Marie Messier. Je vous propose de l'écouter, puis je vous fais réagir. Tout de suite, Stéphanie Hospital. Alors, depuis nos débuts, c'est-à-dire en 2017, on investit exclusivement dans des sociétés qui utilisent l'IA pour opérer, donc place de marché, fintech. Donc là, on va chercher des modèles, des sociétés dans les jeux qui vont bêta-tester sur plein de données des jeux avant de les lancer. Donc là, on est vraiment dans de l'exécution. Puis le deuxième axe d'investissement, c'est des sociétés qui développent des solutions autour de l'IA, ou comme des agents d'IA. Alors ça, c'est le buzzword de l'année. Il y a un an, on aurait appelé ça des sociétés verticalisées autour de l'IA. Donc dans la santé, on a fait avec une société qui s'appelle Sonio. Qui développe l'IA pour analyser des comptes rendus d'échographie. Je vais prendre un autre exemple. Hivenet, une société qui propose de partager de la puissance de calcul pour pouvoir permettre justement à des modèles de tourner. Donc là, on est plutôt du côté des fabricants de pelles et de pioches qui permettent aux modèles d'IA de se développer. Et quel est son modèle? Eh bien, elle fait allusion à Israël quand elle parle des startups et de l'éclosion de licornes. On l'écoute encore. Alors, j'ai tout simplement mentionné l'exemple de la Startup Nation d'Israël comme étant un pays où, il y a 15 ans, 20 ans, on a commencé à développer des sociétés qui, par la technologie, sont devenues des leaders internationaux. Donc, mon exemple, c'était juste de dire que en France, en Europe, en fait, on a un modèle à répliquer, qui est un modèle de créer localement grâce au talent qu'on a dans l'éducation, les mathématiques, le développement, qui opèrent des sociétés qui ont une ambition internationale et pas simplement que sur le marché français. Intéressant, Olivier, ça reste un modèle, Israël, et la thématique IA, vous aussi vous la jouez, vous en parlez à vos clients ou c'est quand même il y a un effet mode? Non, c'est bien plus qu'une mode, c'est installé structurellement. Par contre, il y a une bulle en termes de valorisation. Donc nous, on a pris nos bénéfices largement. Ça reste un formidable outil d'investissement et One Ragtime est un très beau fonds qui fait certainement des choses très sympathiques. Après, il faut se poser la question de quelles industries vont être disruptées, à quelle vitesse. Là aussi, l'IA va être utilisée et consommée. Je rappelle à tous nos auditeurs qu'il faut des kilotonnes d'énergie, en fait, pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Et donc, on parlait hier, il y a 5 minutes, de l'Europe et des problématiques de souveraineté, quelque part. Qui va être propriétaire de cette énergie? Est-on en capacité de la produire nous-mêmes? C'est un grand point d'interrogation à ce stade. Et effectivement, Impact Business va à la rencontre des acteurs de l'innovation. J'ai tendu le micro à Jean-Baptiste Fanton, le CEO du Nukai, qui est vraiment une société pionnière en matière d'IA. Nouvelle génération, il semble d'accord avec vous, on l'écoute. Alors, Nukai est une société que j'ai cofondée en 2018 avec l'idée de combiner plusieurs intelligences artificielles, comme l'intelligence humaine combine plusieurs intelligences. Et ça, c'est exactement l'IA des agents. Donc en fait, on était un peu comme Monsieur Jourdain, on faisait de l'IA des agents sans le savoir. Donc pendant des années, on n'était pas à la mode. Et puis là, tout d'un coup, c'est Noël, puisque ce qu'on a anticipé... parce qu'on voyait ça comme la façon de passer à une IA beaucoup plus puissante que l'IA générative, par exemple, et c'est en train d'arriver maintenant. On parle souvent de l'IA en termes d'apprentissage, donc toujours l'idée de la machine dans laquelle on déverse des tas de données et qui sort des choses intelligentes, mais il y a d'autres cas d'application. On parlait des transports, tout ce qui est optimisation des opérations aériennes, des compagnies de bus, etc. C'est quelque chose de très très complexe et qui aujourd'hui est pas très bien fait parce que c'est des outils assez anciens qui en plus
ne passent pas complètement à l'échelle. Et là, typiquement, c'est ce que nous faisons. On va assez loin, puisque l'IA sert aussi à la personnalisation. Et la personnalisation de quoi? On parle des transports. Typiquement, pour une compagnie de bus, on va personnaliser les plannings des chauffeurs. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça permet d'avoir quelque chose qui est à la fois optimal et qui améliore la vie des utilisateurs. Est-ce qu'il n'y a pas une bulle spéculative au moment de la bulle Internet, comme ça, il y avait un engouement pour Internet? Est-ce que ça risque d'arriver? Il y a une bulle spéculative absolument énorme qui a existé, notamment autour de l'IA générative, avec des valorisations de boîtes totalement démentes. On va pas avoir des champions. Tous les arbres ne vont pas atteindre le ciel, voilà. Donc on va pas avoir que des champions partout qui valent des milliards sur tous les continents. Donc c'est pas vrai. Certains vont tirer leur épingle du jeu, mais très peu. Et d'ailleurs, on commence à voir déjà des échecs retentissants. Je pense à Aleph Alpha, qui était la grande entreprise d'IA générative en Allemagne et qui a jeté l'éponge au bout de quelques mois après avoir atteint une valorisation de 2 milliards, je crois. Donc ça fait quand même très très mal. Bien sûr, c'est comme la bulle Internet. Il restera au fond de l'épuisette, il restera les vrais technos, ceux qui arrivent à appliquer et surtout à transformer les industries dans lesquelles ils sont appliqués. Voilà, c'était un peu long, mais c'était pour vous faire entendre ces pionniers de l'IA. Olivier, vous dites vous êtes très sélectif et très agile. On sent que vous êtes, je vous ai vu constamment au téléphone. En ce moment, vous réagissez très vite pour les meilleurs conseils à vos clients. Oui, on est très lucide sur la situation. Donc là aussi, on ne veut pas se faire piéger par des valorisations hors normes. Donc on a notre rationalité, notre bon sens qui nous contraint de protéger, je le répète, le patrimoine de nos clients. Les clients transpirent suffisamment pour pouvoir transmettre le fruit d'une vie ou même donner du sens, ce qu'on fait aujourd'hui hors de la philanthropie, pour qu'il y ait là aussi un impact, comme vous le mentionnez, pour des serial entrepreneurs qui veulent donner davantage de sens à leurs investissements. Et si on parle de monétaire, alors quelles sont les monnaies les plus importantes à regarder, à suivre en ce moment là? Il y a une guerre des devises aujourd'hui, ça vous a pas échappé, entre l'euro, le dollar, le franc suisse, le yen, etc. La valeur refuge reste, au moment où je vous parle, un peu le franc suisse. Ça reste un petit pays, donc là aussi, c'est peut-être pas trop révélateur, mais ça a fait ses preuves de par le passé. Donc nous, on a effectivement des opportunités dans des SICAV monétaires, comme en dollars l'année dernière, qui nous a rapporté presque 12,5% pour un niveau de risque très faible, entre l'appréciation de l'euro-dollar de 6%, plus le coupon qui nous a été donné, de presque 7%. Donc l'un dans l'autre, c'est très rassurant. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui on commence un peu à faire notre shopping en bourse, et dans les actions et dans les obligations. Il est vrai qu'on est multidéposé pour le compte de nos clients, puisque depuis 14 ans maintenant, depuis la date de création de la société, nous diversifions le risque France. Et ça vous a pas échappé que depuis la dissolution de l'Assemblée nationale l'année dernière, il y a un stress dans le marché sur la signature française, qui est là tout à fait légitime. On peut pas imposer aux investisseurs de la planète. Quand on change de Premier ministre tous les 6 mois, effectivement, ça rassure pas. Ouais. Non seulement ça rassure pas, mais dans l'incapacité de nos dirigeants à restructurer le pays. Il faut dire les choses comme elles sont. La dette est là, le dérapage budgétaire est astronomique, et lever l'impôt, on sait très bien faire, mais ça ne suffit pas. Et moi, j'ai compris que dans ce contexte, il y a des opportunités. Il y a d'innombrables opportunités. Écoutez, il y a malheureusement beaucoup de sociétés, des petites sociétés, les small et mid caps par exemple, qui sont cotées en Europe, qui ont été survendues, alors que ce sont des sociétés qui sont souvent peu endettées, qui ont une vision patrimoniale, qui sont bien gérées, qui vont profiter justement de ces guerres, de ces tarifs, parce elles ont souvent un terroir domestique, elles produisent domestique, elles consomment domestique. Ça, c'est leur force. Elles sont bien gérées, pas endettées. Donc là aussi, on commence à faire notre shopping dans des superbes sociétés. Il y a effectivement les grands players qui resteront et qui vont rester, les Air Liquide, les Schneider Electric, etc., qui profitent de toutes les méga tendances de la démondialisation. Parce que là aussi, quand bien même les États-Unis seront plus, par définition, peut-être le premier marché de la Chine, il faut en être, et eux en sont,
Donc on y est également. Merci beaucoup, Olivier Lévy. Merci, Benjamin Blum-Bokobza. Sujet de l'économie, de la finance est inépuisable. Ça bouge tout le temps. Impact Business vous fait découvrir des managers, des experts formidables pour décrypter ce monde complètement fou. Et vous faites découvrir quelques innovations. Donc, merci de nous avoir suivis à la radio, sur les réseaux sociaux, sur DA+. Et n'oubliez pas, l'impact, c'est à la portée de tous. Et puis, moi, je vais goûter un barista, Yofi. Merci à vous. beaucoup. Merci.